J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Sixtine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Bah, je vais bien et toi? Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Pour que l'on pose un petit peu le cadre, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et comment tu t'es lancée? Alors, je m'appelle Sixtine, j'ai 29 ans et je suis social media manager en freelance, mais aussi créatrice de contenu sur un blog, YouTube et Instagram sur toute la thématique voyage. Et ça fait quand même quelques années puisque j'ai créé le blog en 2014, donc ça remonte pas mal. C'est encore l'époque de quand on mettait les articles sur Hello Coton et qu'on était hyper Et contents. exactement, mon premier article qui a buzzé était sur Hello Coton, Elle a justement. vu. Comme ça. T'as commencé un petit peu avant moi, mais du coup, toi, tu t'es vraiment niché dans la partie des voyages. Comment est-ce que cette envie de voyage a commencé? Parce que 2014, c'est quand même hyper jeune. Est-ce que directement, dès le début, tu as ressenti l'envie de devoir aller découvrir des nouvelles cultures et documenter tout ça? Ou c'est vraiment petit à petit que, au fur et à mesure de la création de contenu, tu as commencé à y prendre goût? Alors en fait, le fait d'aimer voyager est vraiment venu avant le blog, avant la création de contenu. C'est venu à peu près un an avant parce que je suis partie au Vietnam. Donc c'était la première fois que je partais dans un pays d'Asie, que je partais aussi loin sans mes parents. J'étais déjà partie donc en Europe sans mes parents, j'avais 19 ans à l'époque, mais jamais aussi loin et puis avec forcément une culture complètement différente de la France. Et j'ai eu un choc culturel assez prononcée, mais que j'ai beaucoup aimé avoir parce que justement j'ai été complètement dépaysée et que j'ai eu beaucoup plus l'envie de découvrir toutes les différences qu'il y avait entre la culture vietnamienne et la culture française. Et quand je suis rentrée de ce voyage, donc c'était en 2013, j'avais tout le temps envie de parler de ce voyage, j'avais envie de transmettre un peu parce que moi ce que j'avais ressenti, ce que j'avais pu voir, ce que j'avais pu faire. Et je suis retournée en Asie l'année d'après avec une copine au Vietnam et au Cambodge. Et je me suis dit, bah, c'est bon, je vais lancer un blog, je vais partager toutes les infos que moi, j'avais pas trouvées à l'époque pour organiser ce voyage. Donc, c'est venu comme ça. Après, bon, le hasard, entre gros guillemets, a bien fait les choses parce que à la suite de ce voyage au Vietnam et au Cambodge en 2014, quelques mois plus tard, je suis partie vivre à l'étranger parce que je suis partie en échange universitaire au Canada. Et après, tout s'est un peu enchaîné. Donc, j'ai voulu ensuite continuer de partager sur d'autres destinations. Ouais, t'as quand même du coup provoqué un petit peu le fait d'y aller. Oui, 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 c'est ça. Et aujourd'hui, du coup, tu documentes vraiment quand même pas mal de choses. Comme tu le disais, tu es présente sur pas mal de plateformes. Quel est aujourd'hui, du coup, le format que tu préfères? Parce que du coup, tu as commencé avec le blog et petit à petit, ça s'est étiré vers YouTube. C'est généralement un petit peu ce qui se passe quand on commence avec la rédaction. Quel est aujourd'hui le format que tu préfères et quel est celui qui te prend le plus de temps? Alors, c'est compliqué de répondre à la question du format que je préfère parce que ça a beaucoup changé au fil des années. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à créer des vidéos pour YouTube, j'ai adoré découvrir le process du montage vidéo. Non pas que j'étais très forte à l'époque, mais j'aimais beaucoup l'apprentissage du montage vidéo. Donc j'ai vraiment apprécié ça. J'aimais beaucoup aussi l'aspect d'échange que j'avais beaucoup plus avec YouTube que par exemple avec un article de blog ou surtout pour le type d'articles que je produis qui sont des articles assez informatifs. Mhm. La personne vient chercher l'information dont elle a besoin et ensuite elle part tout simplement de l'article et elle n'a pas besoin nécessairement de ce temps d'échange si elle a trouvé l'information dont elle avait besoin. J'avais beaucoup plus cet aspect d'échange, de partage, de discussion sur YouTube. Donc, c'est vraiment un format que c'est vraiment le format que j'ai préféré pendant des années. Je te dirais que c'est un peu en train de changer parce que je redécouvre un peu l'aspect blogging. Alors, non pas que j'avais abandonné le blog, mais c'est vrai que quand je me suis un peu plus concentrée sur YouTube, je passais moins de temps sur mes articles de blog et là, je commence à redécouvrir vraiment le process et puis surtout à apprécier le process en fait, c'est d'écrire un article, de rechercher les informations, tout ce qui va être après les côtés plus esthétiques. Donc ça va être la correction de couleur sur les photos, l'agencement, la mise en page, après bon, le référencement, tout ce genre de choses. Donc je te dirais que je suis à 50-50 entre les deux. Mais ce qui me prend le plus de temps, ça reste le montage vidéo dans tous les cas, donc ça reste les vidéos YouTube. Ok. Et quel est le... Parce que du coup, dans les deux cas, il y a quand même beaucoup de travail derrière, parce que du coup, moi, ayant été et suis encore au niveau des blogs, je sais que ça prend quand même pas mal de temps de rédiger, d'optimiser, Ouais. de tout bien rechercher. Le YouTube, je n'y suis pas, mais
je sais que ça prend quand même aussi un certain temps de par ce qui se dit. Quelle est aujourd'hui, selon toi, la stratégie actuelle que tu as mis en place et qui a le mieux fonctionné? Puisque, par exemple, dans mon cas, moi, je t'ai découvert à travers YouTube, à travers la recherche d'informations pour un voyage de lune de miel. Et c'est vrai qu'en fait, je suis tombée sur énormément de contenu qui était d'ailleurs hyper éducatif et hyper intéressant. Mais du coup, je me demande quelle est aujourd'hui la stratégie qui fonctionne le mieux pour toi. Est-ce que c'est plus du coup les réseaux? Est-ce que c'est plus le blogging? Est-ce que c'est plus YouTube? Est-ce que tu arrives un peu à mesurer d'où viennent les gens et comment on vient à toi? Oui, je te dirais que ça reste encore majoritairement YouTube parce que c'est vraiment le canal sur lequel je me suis vraiment concentrée pendant quand même plusieurs années à rechercher comment référencer mes vidéos, mais aussi comment améliorer mon montage pour qu'il soit plus attractif, pour qu'il soit plus sympa. J'ai aussi essayé quand même de créer un peu des écosystèmes de vidéos, c'est-à-dire sur les mêmes thématiques pour que la personne puisse rester évidemment sur la chaîne, mais aussi qu'elle trouve toutes les informations dont elle avait besoin. Nécessairement, moi, je me mets à la place de la personne qui regarde. Si elle vient pour chercher des informations pour un voyage en Asie, mais que j'ai une seule vidéo qui traite d'un voyage que j'ai fait il y a 5 ans, où les informations sont peut-être plus à jour et puis qui ne va pas répondre à toutes ces questions, la personne va vite partir et va pas nécessairement être intéressée au fait de continuer à me suivre, tout simplement. Et mis à part ça, je trouvais ça aussi intéressant de pouvoir fournir tout un panel d'informations. Donc, il y avait de ça aussi. Donc, je te dirais que c'est encore YouTube. Aussi parce que YouTube, j'ai essayé de faire des liens au fur et à mesure avec le blog. C'est-à-dire que au fur et à mesure où je postais des articles de blog, j'ai commencé à rajouter les liens des vidéos YouTube qui accompagnaient tout simplement l'article en question. Donc maintenant, j'ai vraiment un référencement entre guillemets cross-canal par rapport à ça. J'ai beaucoup de mon trafic de mon blog qui vient de YouTube et beaucoup de gens qui me découvrent par YouTube. J'essaye en ce moment, enfin depuis quelques mois, de faire changer un peu les choses, c'est-à-dire d'aussi optimiser mon référencement sur le blog parce que ça reste quand même super important et que c'est quelque chose que j'ai pas fait pendant des années, non pas par flemme, mais plus tout simplement par méconnaissance en fait du référencement du SEO. Donc toi, je sais que c'est un peu plus ta partie pour le coup. Et donc là, j'essaye maintenant en fait de faire en sorte d'avoir un meilleur référencement sur le blog pour que le référencement du blog devienne un peu autonome par rapport au référencement YouTube. Ok. Mais à l'heure actuelle, ça reste quand même YouTube parce que c'est vraiment là où j'ai mis mon focus pendant quand même plusieurs années. Tu as quand même un bon écosystème. Tout le monde n'a pas déjà cette base de dire je vais créer les vidéos. Oui, Puis en fait, ce que j'aime bien dans ton approche, c'est qu'au-delà de créer du contenu qui te plaît, tu as vraiment en fait un aspect stratégique qui fait que tu vas réfléchir en tant qu'utilisateur et non pas comme créatrice de contenu aussi. Donc je trouve qu'il y a oui, vraiment un bon équilibre entre ce que tu vas produire et les éléments que tu vas mettre en avant. Aujourd'hui, bon, tu n'es pas en train de voyager. Mais c'est vrai non. que tu as déjà fait du digital nomadisme. Euh, Est-ce que pour toi, ça a été une évidence de créer un peu le métier que tu souhaitais pour voyager? Et si c'est le cas, comment est-ce que toi, tu as organisé tes journées? Parce que c'est vrai que bah, je t'avoue que, enfin, il y a quand même un peu des préjugés par rapport au digital nomadisme. C'est, t'as les pieds dans le sable et tu fais rien. Ou même, t'as un peu de l'argent facile, tu as juste à travailler 2 heures et après tu vas faire ta vie. On sait toutes les deux que ce n'est pas vrai. Enfin, même moi, pour n'avoir jamais fait ça, je sais que la réalité est tout autre. Toi, du coup, comment tu organises tes journées quand tu es à l'étranger? Parce que du coup, il y a quand même le fuseau horaire, il y a beaucoup d'éléments Ouais. à prendre en compte. Mais ça, on y viendra après, quand du coup, on parlera un petit peu plus de ton activité professionnelle actuelle. Mais du coup, l'organisation en tant que telle, comment toi tu fais? Alors déjà, ça n'a pas été une évidence en fait d'entre guillemets créer mon métier. Je pense parce que j'ai été conditionnée par mon éducation, par l'endroit dans lequel j'ai grandi et les gens que j'ai pu fréquenter, par le fait que quand on sort de son école ou de son université après avoir eu son diplôme, en général, on va travailler dans une entreprise et c'est comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre que déjà, je peux me faire tout simplement d'abord un complément de revenu en étant à mon compte, donc en étant freelance. Et puis, après quelques années, je me suis aussi rendu compte que ce complément de revenu pouvait être tout simplement mon revenu principal. Mais ça a été un travail assez long de casser un peu certaines croyances limitantes et certains conditionnements que je pouvais avoir. Donc, ça n'a pas été une évidence par rapport à ça. Après, quand je m'en suis vraiment rendu compte, c'était une évidence. Mais il y a eu un petit chemin avant d'arriver quand même à cette conclusion. Et en termes d'organisation,
Alors, quand je suis en voyage, tout dépend du voyage, honnêtement. C'est-à-dire que j'estime avoir déjà été digital nomade parce que j'ai déjà travaillé et continué mon activité tout en voyageant, mais j'ai jamais décidé de partir vivre à l'étranger en ayant comme seule activité le fait d'être à mon compte et par exemple de rester plusieurs mois dans un même endroit à vraiment m'organiser une nouvelle routine sur place. Même si j'ai déjà vécu à l'étranger, à chaque fois, c'était dans le cadre d'études, de stages, ou parce que j'avais un travail salarié sur place, qui est quand même différent que du fait d'être digital nomade. Mais par exemple, l'année dernière, donc quand j'étais en Asie du Sud-Est, mon organisation faisait que j'essayais de travailler le matin parce que à ce moment-là, avec le décalage horaire avec la France dormait encore. Donc ça me permettait d'être assez productive par rapport au décalage horaire. Comme ça, je pouvais vraiment m'avancer, je pouvais répondre en avance aux emails que j'avais ou je pouvais envoyer tout simplement les productions que je devais envoyer. Et ensuite, je retravaillais en général 1 heure et demie le soir, justement pour être sur le même fuseau horaire que la France pour le coup, et pouvoir à ce moment-là être disponible s'il y avait des réunions. Après, c'est vrai que j'ai pas non plus énormément de réunions dans mon quotidien, donc ça, c'était aussi assez avantageux, et ça, peu importe le fuseau horaire. Et donc j'essayais de travailler 1 heure et demie ou 1 heure le soir, ça dépendait, juste pour pouvoir rattraper un peu tout simplement ce que j'avais loupé, entre guillemets, pendant l'après-midi et pendant que la France se réveillait. Mais ça dépend sur quel fuseau horaire t'es. Parce que quand j'habitais au Canada, là, c'était plus compliqué, puisque moi, quand je me réveillais, ben, en France, il était déjà 14 heures, quoi. Ouais. Donc là, c'est plus compliqué parce que il y a un peu ce stress de se dire, OK, il faut vite que je me mette au boulot pour répondre rapidement aux emails, pour pouvoir tout simplement échanger avec les gens. Je trouve que c'est en tout cas un fuseau horaire qui, en tout cas, moi, me convenait moins bien parce qu'on est direct dans le rush de la journée et de rattraper un peu ce retard qu'on a pris parce que bah, nous, on dormait, quoi. Ouais, exact. Mais je ressens un peu ce que tu veux dire, parce que ben, avec le Canada, il y a quand même beaucoup plus de différences de décalage horaire. Mais même moi, à mon niveau au Portugal, alors que j'ai qu'1 heure de différence avec la France, je ressens déjà beaucoup le décalage. Parce que ben, du Oui, coup, quand moi, c'est pas encore l'heure de déjeuner, eux, ils sont déjà en train de déjeuner. Et puis quand moi, je vais déjeuner, les gens commencent à m'appeler. Ou même le matin, tout simplement, de se dire, ben, moi, je me lève à 8 heures. 8 heures, c'est pas tard. Mais à 8 heures, ça veut dire qu'il est déjà 9 heures en France. Donc, ça veut dire que les gens ont déjà oui. répondu à leurs emails. Donc, en fait, même en 1 petite heure, je ressens un peu la pression de me dire, ben, ils sont déjà un petit peu plus en avance par rapport à moi. Donc, j'ose imaginer le décalage horaire avec les États-Unis. Euh, Ouais. du coup, toi, tu as fait le pont entre la création de contenu de base, tu as commencé pour toi, par plaisir, pour partager. Et pour que du coup les auditeurs comprennent mieux, du coup tu es devenu freelance aussi. Donc c'est-à-dire que Oui. tu as commencé à produire du contenu pour les autres. Euh, Comment tu as trouvé ton premier client? Est-ce que ça a été pour toi une manière de monétiser du coup ton contenu et de te dire bah, grâce à ce que je produis, je peux trouver mes clients? Ou est-ce que du coup tu as fait de la prospection? Comment ça s'est passé pour toi en termes de base, de dire bah, au niveau business, maintenant il va falloir que je me rémunère et il va falloir trouver une approche. Alors, mon premier client, c'était vraiment par hasard. C'était le moment où je cherchais encore à juste avoir un complément de revenus et j'ai répondu à une annonce d'une personne qui cherchait en fait à produire des articles de blog tous les mois pour son agence de voyage pour justement augmenter le référencement, proposer des informations pratiques. Et cette agence de voyage, en l'occurrence, était spécialisée sur l'Asie du Sud-Est. Donc, moi, à l'époque, j'avais visité donc, le Vietnam et le Cambodge, et c'est en fait pour ça que j'ai obtenu la mission, tout simplement. C'est parce que bah, je connaissais le Vietnam et le Cambodge, alors pas complètement, mais suffisamment pour pouvoir produire quand même un certain nombre d'articles. Et donc, j'ai travaillé avec cette agence de voyage pendant 6 mois, je crois, à l'époque. Puis après, bah, difficultés financières, donc nécessairement, on a arrêté, mais ça a été une super bonne expérience. Et c'était vraiment juste un complément de revenu. Et je ne me suis pas servie à l'époque de mon blog ou de ma création de contenu à titre personnel pour me vendre et pour montrer ce que je savais faire. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des échanges avec l'agence de voyage et surtout avec la personne référente de cette agence, c'est venu sur le tapis, je lui en ai parlé et donc elle trouvait ça super intéressant. Par contre, au fur et à mesure, maintenant, quand je fais de la prospection, moi, j'aime bien avoir en fait comme type de client des acteurs du tourisme parce que nécessairement, c'est ce que je connais, même si j'ai aussi des clients dans d'autres domaines. Et j'ai notamment 2 agences de voyage que j'ai démarchées et avec qui je travaille maintenant.
Et je sais que le fait d'avoir un blog, une chaîne YouTube et surtout de parler de tourisme, ça m'a aidé dans le fait de tout simplement décrocher des missions avec eux. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Mais vraiment, la monétisation de mon blog est venue relativement tard. Je te dirais que c'est venu, allez, il y a 2 ans et demi environ. Avant ça, j'avais la monétisation YouTube, parce que le jour où j'ai atteint les 10 000 abonnés, j'ai vu que je pouvais être monétisée, je me suis dit pourquoi pas. Mais la monétisation du blog, je pense que ça a quand même été un long cheminement aussi de déconditionnement, parce que j'ai commencé à monétiser le blog avec quelques pubs dessus, et puis après avec la création de quelques produits digitaux, mais le fait d'avoir créé un produit digital, donc moi en l'occurrence le premier c'était un e-book sur le PVT au Canada et plus spécifiquement à Montréal, parce que c'est une expérience que j'ai vécue, ça a été très compliqué de me dire ok, j'ai créé quelque chose qui techniquement tu ne peux pas le tenir dans tes mains parce que c'est un produit numérique, mais que je vais vendre. Ça a été un long chemin. Après, voilà, je l'ai créé. J'ai adoré d'ailleurs le processus de création. Et finalement, après, je l'ai vendu. Et donc, ce produit d'ailleurs est toujours en vente parmi d'autres. Donc, ça a été long, mais ça a été long mentalement parce que j'ai envie de te dire que sur le processus de création de ces produits-là, c'est quand même allé assez vite, mais c'est plus après de me dire, ok, c'est bon, maintenant je me lance et puis non, on va pas me juger parce que je vais vendre quelque chose que j'ai écrit, quoi. C'est marrant parce que tu as vraiment en fait la multicasquette de l'entrepreneur. Tu fais de la prestation de service, tu es créatrice de contenu et en plus de ça, tu es infopreneuse. Donc tu as vraiment en fait tout le panel, je dirais, au niveau digital que l'on peut avoir aujourd'hui. On a presque exactement le même profil, sauf que du coup, tu as été plus spécialisée au niveau du voyage. Est-ce que tu ressens que la spécialisation que tu as aujourd'hui et ta niche est réellement une force pour justement attirer les bonnes personnes? Ou est-ce que ça a été un truc où tu t'es dit, je veux pas juste rester là-dedans parce que j'ai la sensation que ça me ferme des portes? Je te pose cette question parce que c'est vrai qu'au-delà de l'aspect psychologique, de se dire, je suis en train de créer un infoproduit, je sais pas si ça va se vendre, les gens vont me critiquer, les gens vont dire, mais elle est complètement folle, elle me vend un e-book. Il y a plein d'ici de barrières limitantes, mais il y en a une principale, c'est de dire, en fait, si je me niche, si je parle d'une seule thématique, bah, au final, je vais perdre des clients, quoi. Je vais perdre des projets, je vais perdre des opportunités. Toi, comment est-ce que tu as géré ça? Malgré que oui, tu aies d'autres clients, mais de base, tu étais vraiment spécialisé au niveau des agences de voyage. Comment tu l'as ressenti? Est-ce que ça a été une peur de ton côté? Ou tu t'es dit, allez, let's go, au pire, on verra bien. Alors, à la base, j'étais pas nichée dans le tourisme parce que mes premiers, enfin, même si mon premier client était une agence de voyage, mais après, mes autres clients que j'ai eus, que j'ai démarchés ou qui sont venus à moi par réseau ou par recommandation, c'était surtout des ONG parce que j'ai en fait ma carrière, j'aime pas trop ce terme, mais j'ai fait mon cheminement professionnel jusqu'à présent là-dedans. C'est-à-dire que en fait, j'ai un master en relations internationales, j'ai travaillé en ONG, que ce soit donc sur le terrain, donc, par exemple au Cambodge ou en France. Et donc, en fait, mes premiers clients étaient là-dedans. Donc, j'ai toujours fait de la communication et de la gestion de projet aussi, mais c'était surtout pour des ONG et c'est toujours le cas aujourd'hui. Finalement, le fait d'avoir des clients dans le tourisme, c'est venu récemment quand même aussi, c'est-à-dire que ça fait 2 ans, je crois que ça fait depuis janvier 2021, si je dis pas de bêtises, donc ça va en faire 3. Et c'est vraiment au fur et à mesure que je démarchais où je me disais, mais je sais pas si j'ai envie d'avoir des clients que dans le domaine de la solidarité internationale, de l'urgence, des ONG, même si c'est très intéressant. Je sais que j'ai aussi d'autres forces à apporter. J'ai quand même tout un blog, une chaîne YouTube, enfin, j'ai toute une création de contenu qui est quand même un très bon portfolio et c'est sans me vanter, mais j'ai 9 ans de création de contenu à mon actif, donc je pense que voilà, j'ai quand même des choses à montrer. Mhm. Et je me suis dit, de toute façon, ça ne me coûte rien quand je démarche des personnes, des entreprises, que de leur dire que justement, moi, je pourrais avoir une valeur ajoutée pour eux, par exemple, dans leur communication, parce que voilà toute la création de contenu que j'ai pu faire à titre personnel. Et ça n'a pas manqué. Donc, comme je te disais, 2 agences de voyage ensuite que j'ai démarchées avec qui je travaille maintenant.
Mais c'est vrai que ça n'a pas non plus été un réflexe au début parce que pendant des années, en fait, ma création de contenu et mon travail, donc le fait d'être freelance, étaient complètement séparés. Alors que maintenant, je peux quand même officiellement dire que la création de contenu fait aussi partie de mon travail parce que je me rémunère quand même en partie, enfin j'ai quand même une partie de mon chiffre d'affaires chaque mois qui vient de la création de contenu, que ce soit le blog, YouTube, la vente de produits digitaux. Mais c'est vrai que pendant des années, en fait, dans ma tête, c'était tellement séparé, c'était tellement juste un hobby avec lequel je ne me rémunérais pas, Mhm. que ça ne me venait même pas à l'esprit. Maintenant, c'est vrai que c'est différent, ça reste un hobby quand même, c'est-à-dire que je me force plus la main non plus pour absolument publier tel jour, telle heure, sinon le monde va s'arrêter de tourner. Je pense que ma santé mentale passe avant ça quand même. Mais oui, je me rémunère quand même grâce à ça, donc ça m'a aidé pour trouver des clients. Donc, je ne suis pas nichée, en tout cas pour trouver des clients en termes de prestations de services. Après, c'est vrai que dans mon contenu, je reste nichée. J'ai essayé à des moments d'essayer d'aller sur d'autres thématiques, mais en fait, ça ne vient pas naturellement chez moi. Donc, je reste quand même sur une thématique de voyage au sens large. Donc, j'ai parlé de digital nomadisme, mais pour moi, c'est relié au voyage. J'ai parlé de freelancing, mais pour moi, c'est relié au voyage parce que c'est le fait d'être à mon compte aussi qui me permet de partir, par exemple, 2 mois et demi en Asie du Sud-Est, comme j'ai pu le faire l'année dernière. Mais il y a quand même toujours un lien avec le voyage, quoi. Je me verrais pas demain, par exemple, faire des vidéos sur les finances personnelles ou faire des vidéos de cuisine, même si j'adore cuisiner, c'est pas un souci. Mais c'est pas le type de contenu que je me verrais créer ou sur lequel je serais à l'aise de créer. Et quelle est du coup ta position par rapport à ta vie perso? Est-ce que tu as directement posé un cadre ou est-ce que tu t'es dit, bah, au pire des cas, je crée mon contenu au feeling? Parce que bah, quand même, dans les vidéos, tu nous embarques un petit peu quand même avec toi, on voit certaines choses. Est-ce que tu t'es directement posé une barrière ou tu t'es dit, allez, let's go, j'y vais, et puis de toute façon, on verra. Parce que c'est vrai qu'on a souvent, tu vois, peur du jugement, on a souvent peur que les gens que l'on connaît nous retrouvent. Il y a beaucoup de choses en termes psychologiques qui peuvent se passer quand on Mm. crée du contenu et que enfin, on n'y pense même pas en fait. Quand on se lance, on se dit, bah, allez, let's go, j'adore ça. Et puis au final, au bout de 6 mois, un an, quand tu as un tel que tu connais qui dit, ah, mais j'ai trouvé ça, c'est toi, tu commences un peu à avoir des petits frissons dans le dos, de te dire, merde. Mm. Quel est- C'est vrai que ça a été un peu ça au début. T'oses pas trop, tu te dis ah on va se foutre de moi et tout ça. Donc moi j'en ai pas parlé. Pour être honnête pardon, j'ai même posé la question à mes parents il y a quelques mois et je leur ai dit quand est-ce que je vous ai parlé du blog pour la première fois, quand est-ce que vous avez su? Et même eux ne se souviennent pas, donc je pense que bout ça a dû venir naturellement dans la conversation. Mais maintenant, dans mon entourage, dans ma vie personnelle, s'il y a des gens qui trouvent mon blog, YouTube, ça me dérange pas. C'est plus bizarre quand on commence à regarder mes vidéos devant moi. Là, je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Mais je sais qu'il y a, par exemple, des gens avec qui j'étais à l'école primaire qui ont commencé à me suivre sur mon compte Instagram. Donc, ça fait toujours bizarre de voir le prénom de la personne. Mais bon, après, moi, j'assume complètement, même si c'est pas non plus la première chose que je dis quand je me présente à quelqu'un. Je vais pas dire bonjour, je m'appelle Sixtine, j'ai un blog, voilà. Mm. Mais c'est quelque chose que j'assume complètement. Par contre, c'est vrai que dans mon contenu, j'ai toujours mis une limite super claire, c'est-à-dire que je ne partage pas ma vie privée. Mhm. Après, il y a des choses que je partage, mais de manière très superficielle, c'est-à-dire que voilà, je pense que les gens savent que je suis en couple, Mhm. que je vais me marier aussi, mais j'ai pas l'envie ni le besoin de montrer la personne avec qui je vais me marier, avec qui je vis. J'ai pas Mhm. besoin de montrer mes parents. Je montre quand même certains copains avec qui je vais partir en voyage, par exemple. Là, donc, j'étais en Italie avec une copine au mois de juillet. Bon, elle apparaît dans ma vidéo, mais parce qu'elle a aussi pas de problème à apparaître dans la vidéo. Si ce n'était pas le cas, évidemment, je la montrerai pas. Mais je tiens vraiment à mettre une limite claire parce que, en fait, pour moi, ma vie privée n'est pas ma vie en ligne. Même Mhm. si, voilà, tout le monde se doute que, enfin, il y a plein de choses que je partage pas. Il y a vraiment des choses que je tiens juste à garder pour moi parce que je pense que ça relève aussi de mon équilibre personnel. Un exemple que je peux donner, c'est, par exemple, donc j'ai déménagé au mois d'avril. On a acheté un appartement et c'est un appartement dans un immeuble neuf. Et il y a une personne qui, en DM sur Instagram, m'a demandé le nom du promoteur immobilier. Je lui dis, bah, désolée, mais je ne tiens pas à partager ça. La personne était un peu surprise et peut-être un peu offensée que je lui donne pas. Et je lui dis, bah, non, en fait, parce que bah, promoteur immobilier, même si je te
Je ne pense pas que tu me souhaites du mal ou quoi que ce soit. J'ai pas envie que ensuite chaque personne puisse aller voir le nom du programme immobilier de mon immeuble pour connaître mon adresse, par exemple, ou ce genre de choses. Il y a quand même déjà des personnes à l'époque où mon blog était tout petit et que ma chaîne YouTube était inexistante qui avaient retrouvé mon numéro de téléphone. Donc maintenant, je mets vraiment des limites claires. Je cherche encore comment j'ai retrouvé mon numéro de téléphone. Voilà. Mais, euh, mais donc, c'est vraiment des limites super définies que j'ai. Donc après, bah, ça plaît ou ça plaît pas. Mais de toute façon, moi, c'est comme ça que j'envisage ma vie, entre guillemets, sur Internet. Et je vis très bien comme ça. On a la même vision, puisqu'on a un peu les mêmes similitudes. Au-delà de notre parcours, moi, je connaissais un petit peu ton profil, mais je t'avais dit, ne me donne pas tes réponses. Et comme quoi, mine Oui. de rien, je me retrouve dans beaucoup de choses que tu peux dire. Tu as évoqué Instagram. Mm. Quelle est aujourd'hui la place des réseaux par rapport à ta communication et par rapport à ton parcours? Parce que ben, tu crées quand même beaucoup de contenu, mais là, on va y venir Oui. après par la suite pour que je puisse un peu comprendre comment toi tu gères tes semaines de création de contenu. Euh, mais quelle est ta vision par rapport à Instagram, par rapport à Pinterest, par rapport à LinkedIn? Est-ce que c'est des plateformes que tu utilises, beaucoup ou non? Quelle est ton approche par rapport à ça? Parce qu'on a beaucoup parlé de référencement naturel avec le blog, avec YouTube, qui sont des formats beaucoup plus longs. Mais qu'en est-il du coup du format court? Alors, j'ai une relation différente avec les réseaux sociaux qu'avec le blog ou YouTube parce que je préfère créer du format long. En fait, j'ai toujours préféré ça. Après, j'aime aussi beaucoup créer des réels, des publications quand ça reste informatif, mais je vais être bien moins régulière pour le coup. Et pourtant, j'aime bien échanger sur Instagram, mais c'est vrai que c'est pas là où je mets ma priorité. Peut-être que je devrais, mais c'est vrai que le blog et YouTube, ça me prend beaucoup plus de temps. Donc, en général, c'est ce qui passe en priorité quand je travaille sur ma création de contenu. Et puis, après, j'ai aussi des clients. Donc, c'est vrai qu'en général, Instagram passe un peu à la trappe. Mhm. Pinterest, j'ai réussi à m'instaurer un peu une routine toutes les semaines pour créer des épingles et un peu optimiser mon profil, mais ça me prend pas beaucoup de temps. Donc finalement, c'est un peu genre ma routine du lundi matin. Et LinkedIn, je n'ai jamais utilisé LinkedIn dans ma communication, en fait, pour ma création de contenu. Alors, je suis présente sur LinkedIn, je commente sur certains posts, mais c'est pas du tout dans ma stratégie de contenu à l'heure actuelle. Je sais pas si ça le sera un jour, honnêtement. Pourtant, c'est un réseau que j'aime bien, même si je suis pas très active, mais c'est pas dans ma stratégie de contenu actuellement. Ok. Et du coup, au milieu de tout ça, il y a quand même un Big Mac de beaucoup de choses, euh, Oui. beaucoup de contenu avec entre les tiens, ceux de tes clients, etc. Comment tu organises tes journées, tes semaines? Est-ce que du coup, ce sont des semaines de 7 jours sur 7? Est-ce que tu mets un point d'honneur à ce que ce soit juste du lundi au vendredi et le samedi, dimanche, on débranche? Comment est-ce que généralement tu t'organises? Est-ce que tu fais par jour, par type de projet ou même tu vois, moi, je sais que dans mon cas, maintenant, j'enlève des jours de l'agence pour justement développer la But First Academy, qui est mon projet à moi. Comment est-ce que toi, tu t'organises? Est-ce que tu fais un mix de tout? Comment ça se passe? Je fais vraiment un mix de tout. C'est-à-dire que j'ai essayé plusieurs formes d'organisation, de par exemple dédier un jour par semaine à la création de contenu, un jour à tel client, un jour à tel client. Ça ne fonctionne pas. Avec moi, ça ne fonctionne pas. Et je sais que ma vision des choses ne va pas du tout convenir à d'autres personnes, mais moi, j'ai besoin de me concentrer sur un projet pendant une heure et demie, et après, il faut que je passe à un autre client, en fait. Donc après, évidemment, dépendamment des clients, des deadlines, ça va pas toujours être comme ça, bien sûr. Là, par exemple, hier, j'ai passé 2 heures et demie, je crois, sur la finalisation d'un montage vidéo pour YouTube, alors que d'habitude, en général, je découpe ça en période de 45 minutes à peu près pour le montage vidéo, donc c'est quand même un peu différent. Mais alors déjà, je travaille du lundi au vendredi, je ne travaille pas le week-end. Et je pense que même si je ne suis pas du tout salariée, j'ai gardé toutes les habitudes d'un salarié. Donc, je commence, alors je vais pas dire à la même heure chaque jour, parce que ça dépend. Enfin, tu vois, ce matin, j'étais à 8 heures à mon bureau, hier, 9h30, donc ça dépend vraiment des jours. Mais en général, allez, on va dire qu'autour de 9 heures, je commence à travailler et jusqu'à 17 heures. Et vraiment, si j'ai beaucoup de boulot, je vais aller jusqu'à 18. Mais en fait, mon équilibre vie pro, vie perso est tellement important que je préfère être très productive pendant ces heures-là. Et après, j'ai ma vie sur le côté. Donc pour le coup, je garde vraiment des horaires un peu de bureau.
Et après, en termes d'organisation au jour le jour, donc j'ai ma routine Pinterest, comme je te disais, le lundi matin. Mais ça, voilà, c'est un peu mon rituel du lundi matin. Donc après, je vais consulter mes mails, j'essaye de caser mes réunions, euh, soit vraiment vers 10-11 heures, soit à 14 heures. Mais j'essaye de ne pas les caser plus tard dans la journée, tout simplement parce qu'après, je pense qu'on a le cerveau qui fume un petit peu. Donc c'est pour ça, au moins, je préfère être fraîche et dispo. Ouais. Et après, je fonctionne vraiment par incrément de, allez, 45 minutes à 1 heure et demie. Ça dépend vraiment des projets, ça dépend surtout vraiment des tâches que je dois faire. Mais je travaille tous les jours sur mes différents clients et sur ma création de contenu. Alors après, voilà, je n'ai que 24 heures dans une journée, donc il y a forcément des jours où je vais travailler sur 2 projets clients et puis 2 projets d'autres clients un autre jour. Mais je fonctionne vraiment de cette manière-là, histoire d'avoir un peu une diversité en fait de tâches que je fais tous les jours. Je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que généralement, quand on est entrepreneur, on entend plein de choses par rapport à l'organisation, par rapport au fait qu'on peut être libre dans son planning, que l'on peut travailler quand est-ce qu'on veut, même si on peut travailler le soir. Et en fait, je trouve que ton approche par rapport à ça donne aussi une déculpabilisation de dire bah, c'est OK en fait de garder du 9-18. Moi, c'est exactement ce que je fais aussi de mon côté parce qu'en fait, c'est simple. Si je ne travaille pas, enfin, c'est pas que je culpabilise parce que je culpabiliserai pas si je dois m'absenter une après-midi, mais en fait, pour moi, je suis obligée de travailler un minimum d'heures pour obtenir des résultats. Parce que je sais que ça Oui, ne tombe pas du ciel. Et du coup, en fait, de me dire travailler à partir de 11h midi, pour moi, c'est inentendable. Je n'y arrive pas. Mais c'est psychologique. moi non plus. C'est une barrière psychologique parce que je pense qu'on a un peu grandi dans le même cercle et dans le même noyau et dans la même culture, je dirais en tout cas de travail. Donc, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Et tu es aussi la preuve comme quoi on peut créer du contenu. Parce que ben, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui se disent j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à gérer, je sais pas par où commencer. Donc, comme quoi, tu es la preuve vivante qu'on peut être partout et réussir quand même à avoir un certain équilibre tout en respectant aussi ses envies en termes d'organisation et de productivité. Qu'est-ce qui t'attend du coup pour 2024? Qu'est-ce qui va se passer du coup maintenant dans ta vie? Quelles sont les évolutions que tu attends aussi, tant peut-être au niveau professionnel, que ce soit par rapport à ton blog, par rapport à ta chaîne YouTube, mais également par rapport au suivi client que tu fais? Comment est-ce que tu envisages tout ça? Pas trop réfléchi à 2024 pour l'instant, mais bon, après j'ai quand même des envies et j'ai pas vraiment de projet à vrai dire. J'ai pas d'autres projets de voyage à l'heure actuelle, donc on verra bien. Mais pour l'instant j'ai pas d'autres projets de voyage. Pour ce qui est de la création de contenu, j'aimerais beaucoup plus, comme je te le disais plus tôt dans l'épisode, me remettre vraiment plus sur l'aspect blogging, que je fais déjà quand même régulièrement, parce que j'ai 1 à 2 articles qui sortent tous les mois, mais vraiment beaucoup plus optimiser mes process, améliorer mon référencement et aussi améliorer la qualité d'articles déjà existants. Donc pour vraiment essayer de proposer plus de valeur ajoutée. Donc ça serait vraiment plus du travail de fond que du travail de quantité pour le coup. Après, sur YouTube, là, je viens de passer quand même par une phase où j'avais plus l'envie parce que j'avais plus la passion du côté créatif. Donc, je me suis vraiment laissé le temps de moins faire de vidéos. Et là, j'en ai posté une hier qui m'a pris une quinzaine de jours à monter, ce qui n'était pas du tout le cas avant parce que je postais une vidéo par semaine. Mais j'ai beaucoup plus apprécié le processus. Donc, j'ai vraiment envie de m'écouter, en tout cas en 2024 et même là dans les prochains mois par rapport à ça pour continuer de produire des vidéos, certes moins souvent, mais qui me plaisent et surtout où j'apprécie vraiment le processus créatif. Et sinon, par rapport à mes clients, là, je suis assez bookée au niveau de mes clients, donc je pense déjà rester avec ceux existants. Et après, ça va toujours être plus une amélioration de process. C'est vraiment le travail que j'essaye de faire, mais assez sporadiquement depuis 1 an. C'est de ne pas toujours être dans la course à plus de clients et plus de chiffre d'affaires, mais déjà d'améliorer mes process à l'heure actuelle pour proposer une meilleure expérience client à mes clients, que moi je sois mieux organisée et que tout roule mieux. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire, sauf que forcément, quand on a déjà ces prestations de services à faire et qu'on a de la création de contenu à côté, il faut aussi trouver le temps de le faire, tu vois. Donc, tu disais que j'arrivais à tout faire. Alors oui, mais il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Donc, ça serait vraiment le projet 2024
tout domaine confondu, ça serait juste d'améliorer mes process et de gagner en efficacité, en fait. Notion d'équilibre. De toute façon, C'est ça. tous les liens seront juste en dessous de cet épisode de podcast. Vous pourrez aller voir la chaîne YouTube, le blog et vous informer de tout ça. Vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu qualitatif. Et si vous préparez un voyage, allez-y, vous allez voir. Je suis sûre que vous allez trouver l'information. Moi, j'ai trouvé plein de choses hyper intéressantes. Donc, vraiment, un grand Merci. merci, Christine. C'était un plaisir de t'avoir parmi nous et je te dis à très bientôt.